Haven't been myself for the longest time. Can't blame my health, just feel like I'll be better off somewhere else, somewhere I can hide away and never be found. I hate to dwell in all this complication. I know I will find my way out soon, but I don't want to burden you till I feel right as rain, right as rain. But just know you keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. You give me more, give me more, give me more to believe in. You know one day I will find a way to feel something. Just keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. When I break it down, one pill at a time, I hate to feel, but you're showing me that I'm not broken. Anyone else would just run and hide, but not you. I hate to dwell on all the expectations. I know I give too much and too soon. Yeah, I don't want to overwhelm you, cause I'm not right as rain, right as rain. But just know you keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. You give me more, give me more, give me more to believe in. You know one day I will find a way to feel something. Just keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. It's playing on my mind, it's starting up my darkest away, and it's staying always, yeah. I see it on tonight, this time I think will get me through this. Cause you keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. You give me more, give me more, give me more to believe in. You know one day I will find a way to feel something. Just keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. Keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. You give me more, give me more, give me more to believe in. You know one day I will find a way to feel something. Just keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. You keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. You give me more, give me more, give me more to believe in. You know one day I will find a way to feel something. Just keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. When I break it down, one pill at a time, I hate to feel, but you're showing me that I'm not broken. Anyone else would just run and hide, but not you. I hate to dwell on all the expectations. I know I give too much and too soon. Yeah, I don't want to overwhelm you, cause I'm not right as rain, right as rain. But just know you keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. You give me more, give me more, give me more to believe in. You know one day I will find a way to feel something. Just keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. It's playing on my mind, it's starting up my darkest away. Hey, comment allez-vous? Je suis absolument ravie, enchantée et extatique comme d'habitude de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un vlog un peu différent, un peu bancalement agencé puisqu'on est aujourd'hui mercredi 21 juillet, il est 13h40 environ et je l'entame face caméra seulement maintenant, mais vous avez vu tous les clips depuis le 5 juillet, donc vraiment depuis le début du mois, et mes vacances dans le sud de la France, dans notre appartement qu'on a réaménagé pour pouvoir en profiter, pour pouvoir souffler, pour vraiment avoir un endroit cosy, rien qu'à nous, dans lequel on peut inviter nos amis, dans lequel on peut s'extraire de la vie parisienne quand ça devient un peu étouffant. Donc on en a profité à fond, on avait un temps magnifique, il faisait beau, il y avait un peu de vent, c'était juste extraordinaire. De l'iode, moi vous me mettez dans des cailloux avec de l'iode et je suis ravie. Donc j'espère que ces petites images vous auront plu, que ça vous aura apaisé, que vous aurez ressenti un peu de ce bol d'air frais qu'ont été ces derniers jours pour moi. Et je vous reviens pour parler de ce qui nous intéresse le plus, à savoir la lecture. Et vous allez voir que ça va être quand même relativement rapide puisque
Pendant toutes les vacances, je n'ai lu qu'un roman. Donc j'ai entrecoupé ça de quelques mangas que j'ai terminés, dont je vais pas spécialement vous parler parce que il n'y a pas eu de trucs extraordinaires. Les seules séries un peu notables que je pourrais vous recommander, si ça vous intéresse, on peut commencer par Amanchu, qui est donc la série sur la plongée écrite par Kozue Amano, qui est l'autrice à qui on doit Aria The Masterpiece. Et là, si vous ne me suivez pas sur Instagram, ça ne vous évoque peut-être pas grand chose. Mais Aria The Masterpiece, je vous le montre parce que j'ai le tome 4 juste à côté de moi. C'était une série de mangas qui ont été réédités chez Kiyun en édition perfecte, donc avec des gros volumes comme ça, donc qui contient 7 tomes dans ce découpage et qui raconte l'histoire d'une jeune terrienne qui va partir sur Mars, qui a été terraformé depuis de nombreuses années pour ressembler bon an mal an à la Terre, si ce n'est que il y a eu un petit souci avec les pôles et donc du coup la planète est recouverte d'eau et notre jeune héroïne va débarquer à Néo-Venise, qui est donc une ville qui a été construite sur le principe de Venise mais sur Mars, et elle arrive là-bas pour entamer son apprentissage pour devenir gondolière, et c'est du tranche de vie par excellence. Vous allez vous balader en gondole, vous allez déambuler dans les rues de Venise, vous allez découvrir des îles, vous allez découvrir les souffleurs de verre, les personnes qui travaillent en souterrain pour réguler la température du monde. Bref, c'est hyper bien pensé. C'est une série que j'aime de tout mon cœur. Vraiment, à chaque fois que je me lance dans un volume, je sais que je vais passer un moment délectable. Chaque tome est découpé en saisons. Vous avez printemps, été et automne-hiver à chaque fois. C'est vraiment une ambiance. C'est des personnages qui se prennent pas la tête. C'est une douceur, c'est une langueur, c'est enveloppant, vraiment la meilleure série manga doudou du monde entier. Donc en fait, j'ai tellement aimé cette saga que j'ai pas encore terminé parce que vraiment je la fais durer pour ne pas être orpheline. Je me suis lancée donc dans Amanchu. Et on en revient à mes lectures de vacances, comme quoi, vous voyez, le monde est bien fait, qui est donc l'histoire de deux jeunes filles qui vont se rencontrer sur la plage, puisque l'une pratique la plongée et l'autre est là parce qu'elle vient d'emménager et qu'elle se promène sur l'océan. Et en fait, elles se retrouvent dans le même lycée et elles vont s'inscrire ensemble au club de plongée. Et c'est vraiment juste pareil, du tranche de vie, c'est très calme, c'est... J'ai l'impression que cette autrice, elle veut faire passer dans ses œuvres un style de vie vraiment relax, posé, où on profite de chaque moment, où on essaie de mettre vraiment une intention, où on essaie de profiter de chaque petit bonheur, d'extraire la substantifique saveur de chaque instant. Et c'est vraiment apaisant, je vous recommande énormément son travail, peut-être plus Aria parce que je trouve que c'est moins pointu que le domaine de la plongée qui me plaira peut-être un petit peu moins à tout le monde, mais ça reste quand même une excellente série que je vous recommande. Si on reste dans les séries manga feel good que j'ai découvertes pendant les vacances, je ne peux que vous recommander Barakamon, qui est donc une série écrite par Satsuki Yoshino. Dans cette histoire, on va suivre un jeune calligraphe prodige qui a gagné des prix, des concours, des expos. Et malheureusement, il va se passer quelque chose au moment d'une de ses remises de prix. Un des organisateurs va lui dire que son travail est très lisse et très académique et ne transmet aucune véritable émotion, aucune véritable personnalité. Et notre jeune protagoniste va très mal prendre cette remarque et frapper le vieil homme. Donc ça va énormément choquer son entourage et son père va l'expédier un peu en pénitence sur une île paumé, où il n'y a rien d'autre à faire, où il va pouvoir se recentrer et travailler sur sa calligraphie. Et c'est juste l'histoire de ce mec-là qui débarque dans un village où il y a plein d'enfants, où il y a des vieillards qui rentrent chez lui sans s'annoncer, sans... voilà, tranquille, nature confiture. Et pareil, c'est juste du tranche de vie, c'est des moments choisis, c'est un florilège de portraits et j'ai trouvé ça hyper savoureux. C'est une série qui est assez longue, je crois qu'elle fait 18 volumes, donc j'attends de voir comment ça va se développer, s'étoffer au fur et à mesure parce que sur la base de ce que j'ai vu du premier volume, il n'y a pas non plus de quoi étirer sur des tomes et des tomes et des tomes. Donc j'imagine que ça va s'intensifier, que ça va un petit peu se complexifier, qu'il va y avoir de nouvelles intrigues, peut-être de nouveaux personnages, de nouveaux portraits. J'ai vraiment hâte, en tout cas c'est prometteur. Donc pareil, c'est plein de bonnes ondes, c'est plein de fraîcheur, c'est plein de candeur et ça fait vraiment du bien. Parfait pour l'été. Bon, vous m'en voudrez pas, mais je vais commencer à manger parce que ma pause déjeuner est presque terminée, que je meurs de faim
Et voilà, il va falloir que je m'y remette. Mais du coup j'enchaîne avec mes lectures toujours de vacances avec ce fameux roman unique qui m'a accompagnée pendant ces 15 jours. Il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne. C'est écrit par T.J. Klune. La version française est sortie chez De Saxus. Et c'est un bouquin que j'avais en VO puisque je l'avais repéré sur plusieurs chaînes anglo-saxonnes que je suis assidûment, dont une en particulier qui est celle de Christy Ann Jones. Si je ne vous dis pas de bêtises, je vous mettrai bien entendu toutes les informations quelque part dans le petit, en barre d'infos, enfin bref, vous saurez de quoi je parle. Et c'est une Australienne que je suis vraiment religieusement. J'adore ses vlogs, j'adore sa façon, j'adore son univers, j'aime ses choix hyper éclectiques. Et donc The House in the Cerulean Sea, c'est pas facile à dire en anglais, et son livre préféré, sa plus belle découverte de 2020. Donc je l'avais acheté et étonnamment j'ai laissé ça traîner. Et mon chéri m'a donc offert la VF pendant qu'on était en congé. Et je suis vraiment très contente d'avoir lu ce nouveau bouquin signé par T.J. Klune, qui est l'auteur des contes de Vérania. Donc je vous en avais parlé dans un de mes derniers updates lecture, je vous mettrai le lien dans le petit i, qui avait été une excellente découverte. Je m'étais bidonnée, c'était génial. Et là c'est quelque chose d'un petit peu plus calme, d'un petit peu plus recentré, mais on retrouve quand même les thématiques qui lui sont chères et cet humour qui lui est propre. Et dans cette histoire on va suivre Linus Baker, qui est un agent qui bosse pour le MJM, qui est donc le ministre de la jeunesse magique, quelque chose comme ça je crois, j'ai toujours du mal avec les acronymes, mais en gros son boulot c'est d'aller dans les orphelinats qui regroupent les enfants magiques qui sont donc hyper encadrés, hyper réglementés et un peu séparés de la population normale pour s'assurer qu'ils sont correctement encadrés, que tout se passe bien dans ces établissements. Et un jour il va être mandaté par les hautes instances de ce ministère pour aller enquêter dans un orphelinat très particulier, dans une maison paumée sur une île, avec des cas un peu particuliers. Et c'est juste la découverte de cet homme qui vit dans un quotidien terriblement gris, terriblement millimétré, c'est-à-dire qu'il a vraiment une routine et le moindre de ses faits et gestes est soumis à une réglementation quand il est au bureau. Enfin, c'est strict, c'est totalement, il mène une vie étriquée. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, je pense que c'est vraiment le fondement de cette histoire. Linus Baker mène une existence triste, morne, étriquée et grise depuis des années et il s'est jamais dit que ça le gênait, jusqu'au jour où il va arriver sur cette île qui est pleine de couleurs, qui est au milieu de l'océan, qui abrite des enfants qui sont totalement abracadabrants, et surtout il y a le directeur de l'orphelinat, Arthur, qui pourrait peut-être lui taper dans l'œil. Et c'est tout simplement la rencontre de tous ces personnages et l'ouverture de Linus à l'inattendu, à l'ailleurs, à l'autre chose, au différent. Et c'était super chouette. En fait, c'est un roman qui est frais, qui est lumineux, avec beaucoup d'ambiance et avec beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est vraiment une bulle, c'est un peu une couverture, c'est vraiment un endroit sûr et coloré dans lequel vous allez pouvoir vous réfugier. Mais ça n'a pas été, pour moi en tout cas, le coup de cœur auquel je m'attendais, parce qu'il manquait, à mes yeux, un fil conducteur, une intrigue un peu plus costaud, un peu plus charpentée que simplement cette ambiance avec les personnages. J'attendais une trame narrative de fond un peu plus structurée. Je l'ai pas eu, mais c'est pas grave, ça reste quand même une excellente lecture que je vous recommande chaudement. Je pense que vous la voyez un peu circuler partout, mais franchement c'est mérité. Donc n'hésitez pas, La maison au milieu de la mer céruléenne. Très bon moment. Et ça y est, j'allais vous dire qu'on avait fait le tour de mes lectures de juillet, mais c'est pas vrai. Je suis très méchante envers moi-même puisque j'ai également lu Marche ou crève de Stephen King, publié au livre de poche. Ça a été un peu sur un coup de tête, je me suis dit, tu patauges un peu dans tes lectures, tu sais pas trop vers quoi te tourner, il n'y a rien qui t'appelle, qui te botte et surtout qui me capte, qui me happe et qui me donne envie de rester dans un bouquin plus de 20 minutes d'affilée. Donc je suis passée chez Cultura et j'ai acheté deux Stephen King, donc Marche ou crève et Running Man, et je vous ai demandé sur Instagram lequel vous me conseillez d'attaquer en premier, et bien entendu Marche ou crève, mais alors à tout déchirer. J'ai reçu une vague d'amour et d'enthousiasme à l'égard de ce bouquin, qui est pourtant horrible. Enfin, je veux dire, si vous ne connaissez pas Marche ou crève, l'histoire c'est simplement Ray Garratti, qui est un jeune garçon de 16 ans, je crois, qui va s'engager, qui va prendre le départ
de la longue marche à travers les États-Unis. Et en gros, ils partent d'un point A dans le Maine et ils vont aller le plus loin possible sans faire la moindre pause, sans s'arrêter un seul instant, puisqu'ils sont 100 sur la ligne de départ, mais il n'en restera qu'un seul, parce que la particularité de cette randonnée, c'est qu'on n'est pas sur un voyage bucolique, à regarder les pâquerettes pousser, à s'arrêter à pique-niquer entre copains, non. C'est que vous devez marcher minimum à 6,5 km, et si vous allez moins vite, vous avez un avertissement et au bout de 3, on vous tire une balle dans le crâne et vous êtes mort. Et donc forcément, quand vous avez cette information, le titre prend tout son sens. Et j'avais une petite appréhension en commençant ce bouquin, c'est que je m'étais dit, ça va être quand même une histoire d'un mec qui marche sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et où il va pas se passer beaucoup d'autres choses. Et en fait, Stephen King a toujours ce talent de dépeindre l'Amérique moyenne, l'Amérique profonde, et de dépeindre aussi ce qu'il y a de plus moche et de plus laid et de plus purulent dans l'âme humaine, et vraiment de décortiquer ce je ne sais quoi d'authentique qu'on n'avouera jamais mais dans lequel on se retrouve souvent, ces espèces de vils instincts, d'égoïsme, d'instincts grégaires un peu égoïstes, un peu reptiliens. Et je trouve ça très très intéressant. Il y a une réflexion aussi autour de ce voyeurisme, autour de cet appel, ce goût du sang de la foule qui vient pour les regarder, qui vient à la base soi-disant pour les soutenir, mais en vérité c'est plus pour les regarder mourir, pour les regarder souffrir, et peut-être aussi savourer davantage la vie, parce que de voir des gens mourir, ça rend le tout plus savoureux. Il y a une vraie réflexion autour de la mortalité, autour du rapport au risque, autour de ce voyeurisme. C'était vraiment très très chouette, très intéressant. Mon seul regret, c'est que c'est pas assez abouti. J'aurais voulu savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là, pourquoi ça a été démocratisé, institutionnalisé, pourquoi cette horreur passe, enfin je veux dire, et surtout comment c'est organisé. Est-ce que c'est sur la base du volontariat? Est-ce que, voilà, comment on en est venu à ça? Et vous me direz, en vrai c'est pas fondamentalement le propos, cette course c'est plus un prétexte pour l'analyse de la société, pour l'analyse de l'âme humaine, et en ça c'est hyper bien fait. Par contre la fin est hyper frustrante, et moi j'aurais voulu 200, 300 pages de plus pour m'expliquer, pour me dresser peut-être un portrait d'une société organisée autour de ce truc là, et je sais pas, avec davantage de détails, mais une fois encore, peut-être que ça aurait amoindri le sujet d'étude que Stephen King s'est choisi dans ce bouquin. Mais en tout cas, c'était haletant, c'était prenant, je ne l'ai pas lâché. Ça m'a fait une soirée et mon trajet dans le train retour, donc c'était top, marche ou crève, valeur sûre, indéniablement. Bon, et puisqu'on en est en fait à faire un mini bilan de ce mois de juillet, j'ai abandonné un bouquin que j'avais pourtant acheté juste avant de partir en vacances. Et malheureusement, ça m'a pas du tout convaincue. Il s'agit de Un monde après l'autre, qui est le premier tome des Chroniques de Sainte-Marie. C'est écrit par Jodi Taylor et le principe était hyper attrayant, puisqu'en gros, on va suivre l'Institut Sainte-Marie, qui est en fait spécialisé en histoire et qui a réussi à mettre au point une technologie qui lui permet de se balader dans le passé pour aller visiter des événements historiques, pour pouvoir sourcer, pour pouvoir aller analyser, pour pouvoir prendre des relevés, pour, j'en sais rien moi, pour essayer de comprendre parfois ce qui s'est passé à tel moment de l'histoire de l'humanité, ou aller récupérer des informations sur la faune, la flore, ou que sais-je. Et vraiment ce principe de pouvoir faire des sauts de puce dans le temps pour pouvoir analyser le passé, je trouvais ça hyper intriguant. Sauf que très rapidement c'est tombé à plat parce que j'ai trouvé ça bourré d'incohérences. En gros, on vous explique que si jamais vous essayez d'intervenir dans le déroulé de l'histoire, il va y avoir un phénomène qui va faire en sorte que l'histoire va un petit peu vouloir vous éradiquer comme un virus. C'est-à-dire que si vous voulez sauver la vie à quelqu'un, ou si vous n'agissez pas vraiment en simple spectateur, il va vous arriver des bricoles. Donc pendant le premier voyage de notre héroïne, qui va découvrir un petit peu tout ça en même temps que nous, elle va vouloir aller vers quelqu'un pour essayer d'éviter une catastrophe, et elle va manquer de se faire tuer par un truc qui dégringole, dont on ne sait pas trop où. Et donc le message est clair, c'est juste tu es là pour observer, tu ne fais rien d'autre qu'être vraiment simple spectatrice. Ok, sauf que le voyage suivant, à une autre époque, elle va se retrouver en pleine guerre et elle va être infirmière pendant la première ou la deuxième guerre mondiale. À quoi ça rime? Enfin, je veux dire, tu
Tu peux pas me dire dans un premier voyage, ah bah non, si tu ne serait-ce que tends la main à quelqu'un, tu vas te faire buter, mais par contre tu peux être infirmière, ça n'inverse absolument pas le cours de l'histoire. Je comprends pas le principe. Donc j'ai trouvé ça bourré d'incohérences. À un moment, ils vont dans le Crétacé, ils vont voir des dinosaures, et t'as l'impression que c'est Jurassic Park, le truc... Non, j'ai pas aimé. J'ai trouvé les personnages hyper caricaturaux, ça va trop vite, il y a des raccourcis, il y a vraiment des trucs qui m'ont pas plu, il y a une romance là-dedans, je l'ai trouvé niaise et cliché à souhait. Donc j'ai abandonné, j'ai lu pourtant quasiment 60%, je me suis vraiment accrochée parce que je m'étais dit, c'est pas grave, prends-le comme un divertissement, mais vraiment, j'ai pas trop vu l'intérêt. Donc pour moi, les Chroniques de Sainte-Marie, ça s'arrête là, et j'en suis la première navrée, surtout que Isa de la chaîne des Chroniques du Hérisson a adoré cette lecture, donc c'était sur ses recommandations que je me le suis procuré. Malheureusement, grosse déception pour moi, donc je pense qu'il va repartir chez Gibert, là où je l'ai pioché il y a même pas un mois. Ce bol vegan est si bon. À chaque fois que je vais dans ce resto pour prendre à emporter mon déjeuner, c'est le meilleur moment de ma semaine. J'adore. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos, ça s'appelle Là-haut. C'est dans le 13e, 14e, 13e je crois. Et vraiment, c'est boulevard Vincent Auriol à Paris. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, c'est tout petit, ça ne paye pas de mine, mais c'est franchement hyper bon. Et pendant que je suis en train de terminer mon déjeuner, j'hésite pour ma prochaine lecture. Je sais pas trop vers quoi me tourner parce qu'il y a deux bouquins, mais alors qui n'ont rien à voir entre eux, qui me tentent. À commencer par Paresse pour tous, qui est un bouquin de Adrienne Klein, c'est publié aux éditions du Tripode. Et en gros, je crois que c'est un récit qui essaie d'interroger la société en partant du principe que on veut instaurer un nouveau modèle où les gens n'auraient plus qu'à travailler, je sais pas, je crois que c'est 3 jours par semaine ou un nombre d'heures dans la journée, en fait à remettre le temps libre au centre des préoccupations sociétales. Et ça se trouve, je vous l'explique hyper mal parce que j'ai pas relu le résumé volontairement et je ne veux pas, mais c'est quelque chose qui me je sais pas, c'est une thématique en ce moment qui me parle, qui m'appelle parce que j'ai une réflexion sur le travail, sur le temps de travail, sur comment organiser projet pro, projet perso, etc. Et du coup, ça résonne plutôt bien avec mes envies du moment. Donc je me dis ça peut être hyper cool, surtout qu'en général, j'aime beaucoup ce que fait les éditions du Tripode. Et sinon, j'ai très envie de me lancer dans l'Assassin Royal, première époque, donc la première intégrale, qui est absolument ignoblement grosse. Et puis alors surtout, ce qui me dépite, c'est que c'est déjà immense, c'est imprimé sur du papier Bible quasiment, et surtout c'est écrit si petit que ça en devient indécent, donc je ne sais pas si je vais avoir le courage de me lancer là-dedans parce que une fois que je suis partie, je veux dire, vous n'êtes pas près d'avoir de mes nouvelles, donc je sais pas encore trop, ça se trouve je vais choisir quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, mais au moins vous avez un petit peu mes envies entre grosses sagas de fantasy et trucs un peu plus contemporains, autour du monde du travail. Dit comme ça, c'est pas hyper vendeur. Donc je vous reprendrai sans doute plus tard pour vous dire ce que j'ai choisi. Et puis bah là, je vais retourner travailler et je pense que je ne vous prendrai pas forcément ce soir parce que j'ai prévu de jouer à la Switch parce que hier je me suis acheté un nouveau jeu qui s'appelle Cozy Grove, qui est un savant mélange entre Animal Crossing et Spiritfarer, puisqu'en gros dans ce jeu vous allez incarner une scout qui va débarquer sur une île. Et malheureusement son bateau est endommagé, donc elle ne peut pas repartir et surtout elle n'est pas du tout arrivée à destination. Elle devait rejoindre un camp qui était basé sur l'île de Cozy Cove et elle se retrouve sur Cozy Grove et en fait c'est une île qui est hantée puisqu'il y a des esprits qui traînent un petit peu sur l'île et donc le principe du jeu ça va être de terraformer petit à petit, de pouvoir dompter la nature et surtout de parler à ces esprits, d'apprendre à les connaître, de les aider en fait à faire différentes petites quêtes pour débloquer des missions, pour débloquer des choses, des fonctionnalités sur l'île et c'est à la fois du farming, vous allez piocher, vous allez récupérer des brindilles, construire des trucs, cuisiner des petits plats, ce genre de choses, et en même temps vous allez avoir des quêtes avec ces esprits qui vont vous raconter leur vie, qui vont essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'ils sont pas passés dans l'au-delà, et c'est très mignon, franchement c'est adorable, c'est un jeu qui coûte 14 €, donc vous attendez pas un truc avec une carte incroyable, avec des fonctionnalités à gogo, mais je trouve que pour le prix,
La narration est vraiment chouette, le chara-design est cool, l'animation est mignonne, les musiques sont cool aussi, enfin vraiment je trouve que c'est un jeu hyper apaisant dans lequel je retrouve effectivement ce côté quête des esprits que j'aime beaucoup dans Spiritfarer et le côté je m'occupe de mon île et je farfouille de Animal Crossing. Donc si vous aimez un petit peu ces deux univers, je pense que Cozy Grove peut carrément vous tenter. Donc allez jeter un œil. Moi clairement ce soir 18 h c'est l'heure à laquelle je finis le boulot et l'heure à laquelle je serai sur ma Switch. Donc voilà, vous avez vraiment eu toutes les infos de ce que j'ai lu, de ce que je vais peut-être lire et de ce sur quoi je geek en ce moment. Donc j'espère que ça vous plaira, je vous reprendrai plus tard dans la semaine puisque je suis toute seule. On va pouvoir discuter, on va pouvoir bouquiner ensemble. J'espère que ça vous plaira, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao! Hey, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On est aujourd'hui vendredi 23 juillet, il est pas loin de 14 h donc je vais le faire assez rapidement puisqu'il faut que je retourne bosser, une fois n'est pas coutume. Qu'est-ce que je peux vous raconter de neuf? La dernière fois que je vous laissais, j'étais en train d'hésiter entre deux lectures et puis hier j'étais au boulot donc j'ai pas franchement eu le temps de me pencher sur quoi que ce soit. Hier soir je suis allée boire quelques coups avec mes collègues, ça faisait longtemps depuis que j'étais partie en vacances donc c'était quand même cool de se retrouver même si on était tous un peu fatigués donc ça n'a pas duré bien longtemps. Et en rentrant je me suis lancée dans une lecture qui n'est absolument aucune des deux dont je vous ai parlé dans le dernier plan, comme quoi je me connais très bien. Il s'agit de Annie au milieu, c'est le nouveau roman signé par Émilie Chazeran qui va sortir le 25 août prochain aux éditions Sarbacane dans la collection X-Prime. Et je vais le poser comme ça, histoire de pas le tenir à la main de manière fastidieuse pendant tout le plan. En gros, dans cette histoire, on va suivre une famille qui est constituée de 2 parents et 3 enfants. Vous avez Harold, l'aîné, qui a 18 ans, qui a raté son bac l'année dernière et depuis la Toussaint, il ne va plus en cours. Il a quitté le lycée sans rien dire à ses parents. Donc tous les matins, il continue de prétendre aller en cours alors que ce n'est absolument plus le cas. Et cette décision est le fruit d'un secret un petit peu plus lourd en lien avec son cursus scolaire, mais plus globalement en fait avec la relation qu'il entretient avec ses parents. Je vous en dis pas plus à son propos. Ensuite, après lui, vous avez Annie, qui est le petit soleil de la famille, qui a quelque chose d'un petit peu différent puisqu'elle est née avec un chromosome en plus. Et cette particularité génétique lui vaut d'être le centre névralgique de la famille depuis sa naissance. Elle a vraiment accaparé et capté toute l'attention de ses 2 parents qui se sont dévoués corps et âme pour elle, pour son bien-être et pour essayer de la faire vivre dans les meilleures conditions, de l'élever comme il se doit. Et quelques années plus tard, ils ont eu Velma, qui est une jeune fille qui est très sensible, qui est très douée avec un crayon, qui dessine merveilleusement bien, mais elle est encore plus douée pour être totalement transparente au collège, au lycée. Elle est vraiment cette personne invisible qui n'a pas tellement d'amis, qui est très solitaire, qui est totalement transparente aux yeux de tous. Et Velma a une intériorité qui est juste fantastique. Et en gros, voilà, on va suivre l'histoire de ces 3 enfants et ça va être une narration croisée du coup entre le point de vue de Velma, qui est terriblement bien écrit. C'est vraiment là que se concentre tout le talent de poésie d'Émilie Chazeran. Je trouve que vraiment il y a un pouvoir d'évocation, une poésie, une richesse de langue qui est juste remarquable. On suit aussi régulièrement l'intrigue du point de vue de Harold, qui essaie du coup de se dépatouiller avec ce secret dont je ne vous dirai rien, mais qui est quand même très touchant. On le découvre assez rapidement parce que j'ai lu une 60aine de pages et je sais déjà de quoi il en retourne. Et c'est vraiment, je trouve, un personnage
personnage qui est assez complexe, qui est assez populaire, qui s'entend bien avec tout le monde, qui semble savoir toujours ce qu'il faut faire, comment il faut faire, mais en fait c'est une façade et il a une intériorité beaucoup plus nébuleuse et des fêlures et des fractures qui sont liées à l'histoire de sa famille qui sont très très intéressantes à découvrir. Et vous avez aussi le point de vue de Annie dans tout ce qu'il a de plus entier, de plus candide, de plus farouche aussi parfois, parce qu'elle vit ses émotions à fond. C'est un petit bout de bonne femme ultra plaisante à suivre pour l'instant, et vraiment il y a un petit problème de curseur dans la gestion des émotions, c'est que soit elle est au top, vraiment elle est joyeuse, elle est solaire, ou alors elle peut être vraiment tout de suite profondément triste, profondément en colère, et elle a du mal à gérer un petit peu, à jongler avec tout ça, et ça la rend d'autant plus attachante, d'autant plus vraie, d'autant plus sincère. Et Annie a deux passions dans la vie, Dalida et les majorettes. Du coup elle est dans le club de majorettes de son lycée, et pour l'instant je peux pas vous en dire davantage, mais je pense que ça vous plante quand même un petit peu le décor. Et j'hésitais à me lancer dans ce bouquin parce que je l'ai reçu en service presse, puisque ça fait partie des rares que je continue à demander parce que Sarbacane c'est une valeur sûre. Émilie Chazeran d'autant plus parce que j'avais été totalement conquise par Falalalala l'année dernière. Je vous remettrai le vlog d'un petit dans lequel j'en parlais assez longuement. Et puis en fait, je m'étais dit, en ce moment, j'ai envie d'un peu de profondeur, j'ai envie peut-être un peu de noirceur, de choses qui ne sont pas trop fantasques, pas trop légères, et je m'étais dit que potentiellement, du coup, j'étais pas dans le bon état d'esprit pour entamer ce bouquin. Et puis je l'ai ouvert, j'ai feuilleté la première page, et sur la première page on entame le récit avec le décès de la grand-mère, et vraiment de façon hyper visuelle. On vous explique qu'elle est morte d'une crise cardiaque pendant qu'elle était en train d'éplucher ses patates dans la cuisine, et comment l'une de ses voisines ou de ses amies l'a découverte comme ça. Et du coup on va suivre l'enterrement avec le point de vue de ses trois petits-enfants. Et j'ai été totalement happée tout de suite, et vraiment c'est une lecture... Voilà, j'en ai pas lu encore tout à fait un tiers, peut-être le premier quart, et je sens déjà le coup de cœur se profiler parce que je trouve que ça concentre absolument tout ce que j'aime chez Émilie Chazeran, c'est-à-dire son humour, le côté savoureux de sa plume, et en même temps elle a développé une poésie absolument remarquable qui est, sincèrement je l'avais pas senti aussi intensément dans son dernier roman, donc là je suis touchée en plein cœur, je trouve ça magnifique, j'ai envie de souligner et d'encadrer des passages entiers. C'est beau, il y a un pouvoir d'évocation, une économie de mots qui est farouchement élégante, j'adore, 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 donc vous comprendrez vraiment je pense aisément à mon enthousiasme que ça sent vraiment le coup de cœur quoi. Et sur une note plus mesurée mais toujours enthousiaste, ce midi j'ai profité de ma pause déjeuner pour lire le troisième tome de Dans les yeux de Lia, qui est donc une bande dessinée jeunesse scénarisée et illustrée par Cuna et Carbone. C'est publié aux éditions Dupuis. Et ce troisième tome a une saveur toute particulière pour moi parce que c'est Marilyn du compte Instagram et du blog Summaries Books qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Donc merci encore à toi Marilyn, si tu passes par ici, c'est vraiment une attention qui m'a énormément touchée, surtout que c'est la deuxième année de suite que tu me fais la surprise. Donc vraiment j'ai été d'autant plus émue de me lancer dans ce dernier volume. Et dans cette histoire, si vous ne savez pas du tout de quoi on parle, le point de départ de la narration dans le premier tome, c'est qu'on va suivre Lia, une jeune femme qui est âgée de 20 ans et qui a été renversée il y a 4 ans par un chauffard pendant qu'elle se baladait à vélo, et malheureusement la voiture ne s'est pas arrêtée. Le conducteur est parti à toute berzingue, la laissant pour morte, et le problème c'est que si il n'avait pas fait ça et qu'elle avait été prise en charge plus tôt, elle n'aurait sans doute pas perdu l'usage de ses jambes. Malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça, et du coup elle est en fauteuil roulant depuis lors. Ça a coûté beaucoup d'argent à ses parents, à sa famille, ça a été très compliqué pour elle de faire de la rééducation, d'être opérée 5 fois. Ça a été très lourd, très pesant, et même psychologiquement c'est difficile pour elle de se faire à cette nouvelle vie qu'elle n'a pas franchement choisie. Et donc un jour elle va tomber sur un dossier dans le bureau de son père qui laisse penser que peut-être ses parents ont accepté une énorme somme d'argent il y a quelques années de la part de l'avocat de ce chauffard pour acheter leur silence. En gros, en acceptant ce chèque, ils ont renoncé à tout droit de poursuite, et Lia va être totalement furieuse et dévastée d'apprendre ça, et donc elle va se faire embaucher comme stagiaire dans le cabinet d'avocat de celui qui a rédigé ce fameux accord, ce fameux contrat, pour mener l'enquête, pour essayer de découvrir
absolument qui est ce chauffard et pourquoi il a agi comme ça. En fait, elle a besoin de savoir ce qui s'est passé, de le confronter, et ça va être du coup son enquête qui va être menée avec elle, son meilleur ami Antoine, qui l'épaule, qui l'héberge pendant son stage, et elle va rencontrer une autre de ses camarades de stage sur place qui va lui prêter main forte. Et même si c'est pas l'enquête de l'année, parce que c'est un rythme jeunesse, c'est un format franco-belge qui fait moins de 68 pages à chaque fois, et donc forcément l'intrigue n'est pas la plus élaborée du monde, ça va assez rapidement, ça se résout, c'est assez fluide, mais j'ai trouvé que c'était bien dosé. J'ai aimé cette histoire, j'ai aimé ces personnages, j'ai aimé ce coup de crayon, cette ambiance, ce cabinet d'avocats et cette réflexion sur la quête de vérité, sur ce qui est moralement acceptable ou pas, le pouvoir de l'argent, enfin voilà, c'est assez commun, mais vraiment moi c'est une petite trilogie que j'ai beaucoup appréciée. Donc si jamais vous cherchez peut-être pour vous ou pour des enfants, des ados autour de vous, une petite enquête policière sympa avec de la représentation et de la diversité, bah ma foi ça peut être une chouette piste et je suis très très contente qu'elle soit dans ma bibliothèque. Sur ces bonnes paroles, vous êtes à jour de tout ce que j'ai fait niveau lecture, donc je m'en vais vous abandonner, je vais retourner travailler en rêvassant à Kaamelott, parce que je passe mon temps en ce moment à regarder des interviews d'Alexandre Astier sur Kaamelott, sur sa vie, sur ses goûts musicaux, sur sa filmographie, sur ce qu'il aime au cinéma, etc. À défaut de pouvoir aller voir le film, puisque malheureusement j'avais pas de place pour l'avant-première et que à partir du 21 il fallait le pass sanitaire et que je n'ai pas encore reçu ma deuxième dose. Donc en attendant je ronge mon frein, je vais retourner travailler et puis je vous reprendrai plus tard. Ciao ciao. Hey, je vous récupère, il est à peu près 21h30 et je suis pas loin de tomber d'inanition parce que j'ai pas encore dîné. Je meurs de faim, mais je me suis dit que j'allais quand même refaire un petit plan parce que sinon tout courage allait m'abandonner et ça aurait été dommage parce que sinon je ne sais pas trop quand est-ce que je vais reprendre la caméra, dans la mesure où demain je vois Louise, donc du compte Instagram et de la chaîne YouTube Chaussettes, dont je vous parle souvent dans mes vidéos parce que j'adore ses recommandations graphiques, parce que j'adore ses photos, parce que j'adore son univers, et en fait ça fait pratiquement un an, voire même un peu plus qu'on essaie de se voir en vrai, et puis il y a eu le Covid, et puis après il y a eu voilà, les confinements successifs et les impératifs de l'une et l'autre qui ont fait que ça n'a pas été possible avant, et donc là normalement demain on se voit, on va aller prendre un petit goûter dans un café hyper cosy, donc j'ai vraiment hâte d'y être. Je ne sais pas si vous aurez des plans parce que je ne sais pas si je vais poursuivre ce vlog, et c'est aussi pour ça que je voulais vous reprendre absolument ce soir, parce que j'ai fait un petit tour en librairie après le boulot, vous avez eu quelques inserts logiquement, et j'ai été hyper raisonnable, je n'ai pris qu'un bouquin et un poche en plus. Je me suis pris le premier tome du Clan des Autori, donc de Liane Hearn, c'est publié chez Folio. Ça fait des années que je veux me lancer dans cette saga. J'ai une amie à moi, Léa, qui ne tarit pas d'éloges parce que c'est vraiment l'univers de son enfance, elle adore le Clan des Autori, donc du coup elle me le recommande chaudement, et je sais pas, j'ai envie de passer le cap, donc c'était le moment. Je les ai vus, il y a de nouvelles éditions, ils étaient là tout dans les gondoles, donc forcément j'étais un petit peu faible, et c'est tout, je n'ai rien pris d'autre si ce n'est un marque-page doré que je vais vous montrer parce que vraiment il est très mignon. Pour l'instant je l'ai laissé dans sa boîte parce que je voulais en profiter le plus longtemps possible et surtout vous le montrer sans qu'il soit déchiré de partout, et je me suis rendu compte que c'était une inspiration japonisante parce que c'est une vague inspirée des estampes de tradition japonaise, donc du coup c'est tout à fait dans l'ambiance du Clan des Autori et je le trouve absolument splendide. Donc en fait vous avez le pompon à l'arrière comme ça, et le devant c'est cette très jolie médaille. Vraiment je suis très contente d'être tombée dessus totalement par hasard,
et ça va encore une fois rejoindre ma collection de marque-pages déjà bien trop fournie, mais des aussi beaux, on n'en a pas tous les jours. Et tant qu'à faire, puisque j'y étais, j'en ai profité pour choper un extrait de Mexican Gothic, qui est le bouquin écrit par Silvia Moreno Garcia, et ça va sortir le 18 août chez Brajlon, et en fait je ne savais absolument pas, et c'est un bouquin VO qui est dans ma wishlist depuis des lustres, parce que je crois que c'est Salomé du compte Kiss the Librarian qui en avait parlé en bien, peut-être pour son dernier Pumpkin Autumn Challenge, je sais pas si ça remonte à aussi longtemps, mais je sais qu'elle avait beaucoup aimé cette histoire, et donc du coup bah là ça va être l'occasion de la découvrir en français, donc je me suis pris les premiers chapitres histoire de voir si la traduction, la plume et l'ambiance pouvaient m'embarquer, parce que ça m'évitera de dépenser sinon 19 € parce que les bouquins de chez Brajlon sont horriblement chers. Donc voilà, je suis très contente de cette petite sortie. Voilà pour les dernières nouvelles. En termes de programme ce soir, ça va être très tranquille puisque je vais siroter mon bubble tea qui n'est pas à la mangue comme d'habitude, parce que vraiment moi les parfums j'en ai que deux, c'est mangue ou litchi, et là ils avaient ni l'un ni l'autre, donc du coup j'ai opté pour miel citron. Je sais pas trop ce que ça va donner mais on verra bien, le tout accompagné de petites carottes trempées dans le houmous parce que on est vendredi soir, je suis toute seule et j'ai clairement la flemme de cuisiner, donc ça fera parfaitement l'affaire, et le tout devant Cozy Grove, donc le jeu de Switch dont je vous parlais il y a quelques plans en arrière. Vraiment c'est un très très bon moment à chaque fois que je me pose devant. Il y a des petites choses qui me dérangent du style, en fait quand vous remplissez des quêtes avec les esprits, ensuite ça va venir faire renaître des coins, des parcelles de votre île, donc avec de la couleur, avec de la vie, avec de l'ambiance, et vous pouvez ramasser plus de choses, etc. Et en fait, au fur et à mesure des heures, ils redeviennent un peu fantomatiques, beaucoup plus spectraux, je sais pas si ça se dit, mais voilà, ils reviennent sous forme de spectres, et leur partie, leur petit terrain d'île, eh bien s'éteint au fur et à mesure avec eux, donc il faut sans cesse faire des quêtes pour les rallumer, et puis en fait bah du coup ce manque de couleurs et ce côté foisonnant avec tout le temps des ronces, avec des petits objets partout, des touffes d'herbe, des troncs d'arbres, etc. qu'on peut pas tellement maîtriser parce que c'est pas comme Animal Crossing, vous pouvez tout couper, tout ratiboiser et faire vraiment exactement comme vous voulez. Là c'est un peu plus nature, un peu plus roots, plus sauvage, donc du coup j'ai parfois du mal à me repérer, typiquement je cherche des rochers pour aller extraire des trucs et je les trouve pas parce qu'ils sont planqués derrière des touffes d'herbe, et il y a un côté un peu visuellement épuisant à y jouer trop longtemps, mais sinon c'est vraiment un régal, c'est un bon moment. Comme je vous disais, les musiques sont chouettes, l'ambiance est super adorable, les personnages aussi, donc vraiment si vous cherchez quelque chose pour vous détendre et que vous avez déjà limé Spiritfarer, donc je vous ai parlé à tort et à travers au fil de cette dernière année écoulée, et d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne savez peut-être pas que Spiritfarer va enfin sortir en physique, en matériel, en tangible, on va pouvoir le toucher dans une boîte, en magasin, en physique, avec une copie Nintendo officielle, donc ça sort, j'avais vu le 26 juillet sur le site de la Fnac et Amazon me dit le 6 août, donc vous avez en gros une petite fourchette d'une dizaine de jours comme ça, mais sincèrement c'est la meilleure nouvelle de la semaine parce que je l'ai déjà terminé 2 fois, je l'ai acheté en version numérique il y a 1 an du coup, mais je vais forcément la demander pour mon anniversaire qui tombe le 1er août, donc c'est quasiment la semaine prochaine, et si ça sort le 26 juillet ce sera déjà dispo, donc je pourrais tout à fait l'avoir le jour J. C'est vraiment, j'ai envie d'avoir cette copie physique de mon jeu vidéo préféré, et je pense que les collectionneurs et collectionneuses parmi vous ne me jetteront pas la pierre. On est nombreux et nombreuses à avoir cette espèce de collectionniste aiguë, et ma foi, c'est pas si grave. Maintenant qu'on a vraiment fait le tour, qu'on a balayé large, je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce que ce week-end j'aurai pas tellement l'occasion de lire, j'ai un programme bien chargé et je me dis que du coup c'est l'occasion d'arrêter ce vlog ici pour pas qu'il fasse 1h15 comme le dernier. Ce sera peut-être plus digeste et j'ai l'impression quand même de vous avoir présenté quelques livres qui m'ont pas mal plu. Donc j'espère que ça fera suffisamment de matière. N'hésitez pas à me dire si ce format un peu différent, où vous avez pas mal de clips au début, avec ensuite la partie blabla, vous aura plu, ou est-ce que c'était un petit peu trop long, trop indigeste? N'hésitez pas à me faire vos retours. En attendant de vous lire, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier. Je vous souhaite de bonnes vacances, un bon week-end, un bon repos ou bon courage si vous continuez à travailler là ces prochains temps qui viennent. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!